Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie Lemaître et avec le podcast Sophie au pays des possibles, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes aux parcours et horizons différents. Leur point commun ? Lutter contre la corruption et l'évasion fiscale pour un monde meilleur, plus juste et plus éthique. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de rêver d'un autre monde et parce qu'il est possible de changer les choses, rejoignez-moi au pays des possibles. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Mon invitée est Ethel Igoné, fondatrice de l'ONG Coffee Watch. Elle a un parcours impressionnant, elle a travaillé pour Human Rights Watch, Amnesty International, Greenpeace, Mighty Earth. Ethel a à cœur de protéger et de défendre les droits humains et l'environnement. Ces dernières années, elle a focalisé son travail sur le cacao et le café. Pourquoi ? Parce qu'il y a de nombreux abus et de nombreuses pratiques illicites. Du travail des enfants, de la corruption, mais aussi de l'évasion fiscale. Alors, devons-nous arrêter de consommer du café et du chocolat ? Je vous laisse découvrir la réponse d'Ethel. Bonne écoute! Bonjour Ethel Igoné, bienvenue sur le podcast. Alors, tu es à la tête de l'ONG Coffee Watch et avant de fonder Coffee Watch en 2024, tu as travaillé pour Amnesty International, Greenpeace, Mighty Earth sur des sujets très variés, mais avec au cœur la protection des droits humains et de l'environnement. Alors, j'ai vu que tu avais un parcours un peu particulier, j'ai lu aussi que tu parlais 9 langues, ça m'a impressionné, et que tu as été faite chevalier de l'Ordre national du mérite en 2019. Alors, je suis vraiment très curieuse d'en savoir un peu plus sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous raconter quel a été le fil conducteur à travers toutes ces expériences et qu'est-ce qui t'a amené en fait à travailler sur ces sujets de droits humains et d'environnement ? Merci Sophie, c'est trop gentil tout ce que tu dis, je rougis. Mais effectivement, j'ai toujours été passionnée par les droits humains, toujours. Depuis en fait apparemment que j'avais 3 ans, mes parents ont dit, je débarquais dans le salon en disant je voulais travailler pour Médecins sans frontières. Comment j'ai même su que c'était quelque chose qu'on pouvait faire, je ne sais pas. Mais depuis toujours, je voulais travailler sur les droits humains. Et puis, je me suis rendu compte après 12 années où j'ai roulé ma bosse avec Human Rights Watch et Amnesty et de tribunaux pour les crimes contre l'humanité, etc., que, en fait, on n'aurait pas vraiment beaucoup de droits humains sur une planète mourante. Et donc, c'est pour ça que je suis allée à Greenpeace, qui m'ont très gentiment pris, même si j'étais pas vraiment experte en recherche écologique. Ils m'ont gentiment offert une chance, et puis je suis devenue directrice de recherche pour Greenpeace en Asie, et voilà, c'est comme ça que je dirais que la seconde grande partie de ma carrière est née, parce que la première partie, c'était les droits humains, où je faisais des enquêtes dans les pays en guerre et post-conflit, sur les pires abus, et puis la seconde partie de mon parcours, c'est l'environnement, c'est la protection de l'environnement. Et en fait, Sophie, je me suis rendu compte que les questions environnementales et droits humains sont totalement interconnectées. On ne peut pas les regarder les unes sans les autres, en fait. Donc voilà, c'est mon parcours. Et les 9 langues, il y en a que je parle beaucoup mieux que d'autres. Par exemple, mon arabe, avant j'étais à un niveau intermédiaire, maintenant je suis devenue totalement nullissime. Bon, je comprends, mais je parle avec une grande difficulté. Je ne sais pas s'il faudrait que je replonge. Mais ouais, les 9 langues, c'est un peu aléatoire. Oui, c'est toujours beaucoup plus que, à mon avis, la plupart d'entre nous. Tu disais en fait qu'il y avait des liens très étroits entre droits humains et droits de l'environnement, qu'ils étaient interconnectés. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus pour toi ? Quels sont ces liens ? Absolument. Je pense que pour parler très concrètement et donner vraiment quelque chose qui est tout à fait compréhensible pour tous tes écouteurs, je donnerai 3 exemples. Souvent, les bateaux qui font la pire surpêche et qui sont des bateaux de pêche pirate, où ils pêchent dans les zones protégées, etc., et niquent les océans essentiellement, souvent ces mêmes bateaux, c'est souvent aussi ceux qui ont les pires violations des droits humains, avec même l'esclavage et le travail forcé sur leurs navires. Donc quand on regarde la façon dont cette partie de l'industrie du monde de la pêche est en train de détruire à la fois l'environnement et nuire aux droits humains, on se rend compte que les pires acteurs sont souvent en train de faire les deux. Passons à un second exemple que les gens connaissent peut-être déjà, tes écouteurs. Je pense beaucoup d'entre eux auront déjà entendu de l'huile de palme. Souvent, l'huile de palme a été un grand facteur de déforestation. Déforestation catastrophique, avec même des feux de forêt, des feux de tourbières. C'est des feux qui vont 3 mètres sous la terre. C'est un peu comme Mordor dans le Seigneur des Anneaux. Mais c'est pas juste une bombe de carbone et un cataclysme pour la biodiversité.
Et pour le climat, cette déforestation pour l'huile de palme, aussi souvent, c'était les peuples autochtones qui trinquaient. Parce que ces forêts qui étaient détruites pour y mettre des plantations, des vastes plantations d'huile de palme, c'était à l'origine des forêts des peuples autochtones qui en dépendaient complètement. Et donc cet accaparement de terre qui amenait avec beaucoup de violations des droits humains, ça allait main dans la main avec les abus environnementaux. Et puis dans le café, juste pour parler du café, c'est le numéro 6 de la déforestation mondiale, mais aussi la plupart, la vaste majorité des fermiers et des travailleurs qui font la cueillette à la saison de pic du café, c'est des gens qui gagnent moins de 3 dollars par jour. Ils sont en dessous du seuil de pauvreté. Beaucoup sont même en dessous du seuil de pauvreté extrême, Sophie. Et c'est pour ça qu'on a des centaines de milliers d'enfants et des milliers d'esclaves qui travaillent dans le café. Mais je crois que les questions environnementales sont liées aux questions des droits humains dans le café. Quand les gens sont très 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 pauvres, ils ont plus tendance, dans le désespoir, couper des arbres pour gagner de l'argent, quoi. Enfin bon, pour moi, c'est très lié. Donc voilà 3 exemples concrets qui rendent un peu plus tangible cette question pour tes écouteurs. C'était très clair et on reviendra un petit peu après sur, la question, du café. Là, dans 2 des exemples que tu as donnés, on a entendu, le mot, déforestation, que ce soit par rapport à l'huile de palme ou, au café et ça, c'est une tendance aussi qu'on voit, dans ta carrière. Tu as beaucoup travaillé sur les questions de déforestation. Alors sur l'environnement, c'est assez vaste, les questions environnementales, mais toi, ta focale, ça a été, la déforestation. Qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser, à travailler davantage sur cette question de déforestation que peut-être, par exemple, sur des questions liées, à la pêche, à la protection des océans? Bah, j'aime beaucoup aussi les océans. Je nage, j'adore faire de la voile et je me sens toujours mieux quand je peux plonger dans la mer. Donc en fait, je suis passionnément amoureuse de cette planète bleue sur laquelle on vit. J'ai bossé effectivement donc sur des questions océan pour Greenpeace et j'ai aidé des ONG diverses et variées, même une ONG française a commencé un procès de devoir de vigilance pour des questions océan. Et j'ai aussi un peu travaillé sur le pétrole et tout ça, mais pourquoi la déforestation m'attire plus? C'est parce que c'est un peu l'orphelin de tout le travail sur le climat et l'environnement. Pourquoi je dis ça? Ok, quelques chiffres utiles. Environ 2 à 3% de tout l'argent philanthropique du monde va pour les questions environnementales et de climat. C'est très peu. C'est très très peu. Quand on pense qu'on est dans une urgence climatique, le fait qu'on donne 2 à 3% de notre fric philanthropique dans le monde pour le climat, c'est désespérant. Mais à l'intérieur de ce qui est déjà désespérant, on se rend compte que la déforestation et l'agriculture reçoivent encore moins. L'agriculture, qui est le premier driver de la déforestation, reçoit environ 8% de l'argent qui va pour le climat. Donc, c'est totalement dingue. Dingue pour 2 raisons. D'abord, l'agriculture contribue probablement à environ un tiers du changement climatique. Et la seconde raison pour laquelle c'est farfelu et fou, c'est que l'agriculture contribue à probablement 80% de l'extinction de masse dans laquelle on se trouve dans cette ère de l'Anthropocène. Ok, donc, si on est d'accord qu'on est dans une crise climatique et aussi une crise de biodiversité qui s'effondre, on devrait beaucoup plus travailler sur l'agriculture. Et la déforestation, c'est un des trucs que l'agriculture fait qui est le pire. Enfin, bon, il y a aussi des pesticides, bon, mais il y a plein de choses. Mais c'est surtout la déforestation qui fait que l'agriculture nique la planète. Ok, donc pour moi, c'est l'orphelin de l'orphelin, et c'est pour ça que ça m'attire plus. Même si je suis totalement militante pour les autres questions aussi, et j'aime et je soutiens mes amis qui sont dans ces autres combats, je les soutiens à 100%. J'ai vu que quand tu étais, à l'ONG, Mighty Earth, puisqu'on parlait d'agriculture, tu avais lancé une campagne sur, le chocolat. J'ai regardé un petit peu des chiffres et je vois que la France est dans le top 10 des pays qui consomment le plus de chocolat et je fais partie des, personnes qui ont une addiction au chocolat. Peux-tu nous en dire plus sur les pratiques que l'on retrouve, dans ce secteur et pourquoi c'était important de lancer cette campagne sur le chocolat? Absolument. Pourquoi j'ai voulu lancer cette campagne? C'est que le cacao, ingrédient clé donc du chocolat, est un des grands 7 drivers de la déforestation mondiale. Les 4 titans, on peut dire, de la déforestation, c'est l'huile de palme, le soja, le bétail et l'industrie du bois et du papier. Mais juste derrière ces 4 titans, il y a aussi le cacao, le café et l'EVA. Et le cacao, c'est donc un des 7 grands drivers de déforestation au monde. C'est pas du pipi de chat, c'est vraiment très sérieux. Et jusqu'au moment où on a lancé cette campagne à Mighty Earth, il y avait personne qui travaillait sur des campagnes contre la déforestation dans le cacao. Il y avait des scientifiques qui avaient écrit des papiers dessus. Bien sûr, personne ne les avait jamais écoutés, c'est ce qui est très triste. J'adore ce que font les scientifiques.
je suis de très près les gens qui travaillent sur la déforestation, côté cartographie satellite, etc. Dans le monde scientifique, c'est hyper important et utile. Mais bon, personne ne les écoutait et aucune ONG ne travaillait dessus. Donc je pensais que ça c'était vraiment clé. Et une fois que je me suis penchée sur cette déforestation terrible du cacao, je me suis rendu compte que les solutions pour mettre fin à la déforestation pourraient aussi contribuer à aider à mettre fin aux abus des droits humains. Parce qu'il y a plus d'1 million d'enfants qui travaillent dans le cacao à tout moment. On pense même que c'est plus qu'1,5 million dans juste 2 pays producteurs, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et qu'il y a encore des enfants, des milliers d'enfants qui travaillent dans le cacao au Cameroun, au Nigeria, au Brésil, etc. Mais donc, il y a des millions d'enfants qui travaillent dans le cacao, il y a des esclaves. L'esclavage est un grand problème dans le cacao. Et la pauvreté est catastrophique dans le cacao. Et donc, je me suis rendu compte que la traçabilité, qui nous aiderait à mettre fin à la déforestation, et qui était un truc qu'on demandait sans cesse à l'industrie, dans notre campagne Zéro Def, cette même traça, elle aiderait aussi énormément à limiter les abus contre les droits humains. Donc voilà, c'était un peu mon parcours et cette grande découverte, ce moment Eureka que j'ai eu. Et je crois qu'on a eu un grand impact, hein. Alors tu crois, donc maintenant la question c'est quel est cet impact? Que tu nous dises, la campagne a eu du succès. On sait maintenant qu'il y a des violations des droits humains qui sont liées au cacao, mais aussi des atteintes, à l'environnement. Donc oui, ce serait intéressant que tu nous dises un petit peu, de ton point de vue, voilà, quel a été l'impact de la campagne? C'est une très bonne question. Il faut toujours qu'on fasse attention parce qu'on a tendance à penser que tout ce qu'on fait est bon et en fait, c'est pas toujours le cas. Mais juste pour donner quelques chiffres. Ok, quand on a commencé notre campagne Zéro Def pour le cacao, il n'y avait aucune compagnie, grande compagnie de chocolat, de cacao, qui avait une politique zéro déforestation pour leur cacao. Vraiment, ça n'existait pas. Une politique sérieuse où on fait de la cartographie satellite régulièrement, on regarde, quand on trouve un problème, on réagit vite et on a une politique pour gérer tout ça avec un système, quoi. Il n'y avait pas. Après avoir lancé la campagne, et plusieurs années ont passé, maintenant, 90% de l'industrie a des politiques assez sérieuses pour combattre la déforestation pour le cacao dans leur chaîne d'appro. Ça, c'est vraiment un changement énorme et très positif. Maintenant, il est absolument vrai que les compagnies, leur politique c'est une chose et la pratique c'est une autre, hein. Donc il faut faire très attention que les gens font ce qu'ils ont dit et font ce qu'ils ont promis. Mais je peux dire aussi que l'industrie s'est mise ensemble avec le prince Charles, qui est maintenant roi, avec les gouvernements de la Côte d'Ivoire et du Ghana, et ils ont lancé quelque chose qui s'appelle l'initiative Cacao et Forêt. Et après la Côte d'Ivoire et le Ghana, la Colombie a mis la main à la pâte, ensuite le Cameroun a fait un truc similaire, ensuite le Brésil a fait un truc similaire. Et donc, on a vu qu'il y avait une grande mouvance avec les pays producteurs qui ont commencé à travailler avec l'industrie pour limiter la déforestation pour le cacao. Donc ça aussi, c'est chouette, hein, c'est important. C'est vital même, parce que il faut les gouvernements, il faut qu'ils mettent la main à la pâte. Et puis on a vu aussi, après le lancement de la campagne de Mighty Youth, une prolifération de plateformes chez les pays consommateurs de cacao, comme la France. Il y avait déjà un truc qui s'appelait GISCO, le German Initiative for Sustainable Cocoa, l'initiative allemande pour le cacao durable. Et après GISCO, il y a eu la création de Swissco pour la Suisse, Disco pour la Hollande, et puis Bisco pour la Belgique, et ensuite Frisco pour la France, et je me souviens plus exactement de tous les acronymes qu'ils utilisent véritablement, mais c'était quand même un grand changement de voir que les pays consommateurs étaient prêts à travailler avec l'industrie et la société civile la main dans la main pour limiter la déforestation et améliorer la traça et les droits humains dans le cacao. Et puis, quand on regarde juste l'engouement public, quoi. Quand on a commencé notre campagne, il y avait eu à peu près 1 million de signatures sur des pétitions diverses et variées pour le cacao durable. Sur 20 ans. Donc des gens s'intéressaient à ça, mais pas à un rythme effréné, quoi. Dans l'espace de 3 ans, on a eu encore 1 million de signatures sur des nouvelles pétitions. Donc on peut dire en 3 ans qu'on a vu le mouvement populaire qu'il y avait eu dans 2 décennies. Donc ça, c'est un peu un signe, quand on voit les gens qui signent des pétitions, ça nous alerte que oui, les gens commencent à s'intéresser, à se mobiliser. On a vu beaucoup, beaucoup plus de trucs à la radio, à la télé, dans les journaux, c'était dans Le Monde, c'était avec Envoyé spécial, ils ont fait un truc sur le cacao. Donc je crois que le succès d'une campagne, ça dépend, oui, de ce qui se passe au niveau populaire, de mobilisation populaire, au niveau médiatique, au niveau des gouvernements producteurs, des gouvernements consommateurs, des commitments de l'industrie. Tout ça, ça compte. On peut pas dire que c'est un succès à cause d'une chose.
Il faut regarder de façon plus holistique. En fait, c'est très chiant de réussir à voir toutes ces avancées et ça prend beaucoup de temps et d'énergie, mais c'est la collectivité de tout ça qui fait que le changement peut être plus réel, quoi, avec plus d'impact. Oui, on voit toutes les dimensions, qui se sont, mobilisées et ça permet d'obtenir, des petites victoires. Alors après, le chocolat ou le cacao, tu t'es tournée, vers le café avec, je l'ai dit un peu plus tôt, la création de Coffee Watch. Pourquoi avoir créé, cette association et puis quelles sont ses principales missions? Eh ben écoute, le café de nouveau, c'était juste un orphelin. C'est le numéro 6 de la déforestation mondiale. Il y a des centaines de milliers, on pense même des millions d'enfants qui bossent dans le café, des milliers d'esclaves, surtout au Brésil, où on a fait d'ailleurs un procès pour les esclaves brésiliens dans le café, dans les chaînes d'appro de Starbucks et autres compagnies. Donc ouais, déforestation, travail des enfants, travail forcé et esclavage, et puis aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisation de pesticides, beaucoup de monoculture plutôt que l'agroforesterie. C'est toutes les raisons pour lesquelles j'ai voulu me pencher sur le café, après avoir beaucoup dans ma vie travaillé sur l'huile de palme, le soja, et avoir vu tellement de gens qui sont arrivés dans le monde de l'activisme pour l'huile de palme et pour le soja, et ça me remonte le moral à fond. J'adore ça. Et puis aussi pour le cacao et l'EVA, quand j'ai commencé ces campagnes Zero Dev dans ces deux trucs, il y avait vraiment personne qui bossait là-dessus. Maintenant, il y a plein de gens qui ont débarqué, qui ont mis la main à la pâte, c'est absolument super, c'est super top, méga groove. Je suis on peut plus ravie, mais je pense que quelque part, moi ce que je voudrais, c'est toujours essayer d'aller dans les zones les plus orphelines, les plus abandonnées. Donc voilà, café quoi. Et du coup, les missions de Coffee Watch? Et la mission de Coffee Watch, on peut dire que c'est comme si Greenpeace et Amnesty International s'étaient mis ensemble et avaient fait un bébé. Et ce bébé ne voulait travailler OK. juste que sur le café. Donc en fait, la mission, c'est plus ou moins de documenter les abus, droits humains et environnementaux dans le café, d'écrire des rapports dessus, de faire du travail médiatique, de lancer même des procès, surtout par rapport à l'esclavage. Ça, je trouve ça tellement choquant et affreux. Donc on a commencé des litiges sur cette question déjà. Et puis aussi faire toutes sortes de travail avec des pétitions, une mobilisation populaire, essayer d'éduquer des gens à travers les réseaux sociaux et tout ça. Voilà, donc c'est un peu si Amnesty voulait bosser sur le café et ou si Greenpeace commençait à avoir une campagne café. Tu as quand même travaillé sur plein de matières premières, différentes, tu dis, l'huile de palme, soja, le cacao et là maintenant, le café. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en travaillant sur le café? Ouf, la chose qui m'a choquée, mais vraiment je n'en revenais pas, c'était de comprendre combien d'enfants bossent dans le café. Il n'y a jamais eu vraiment une étude cohérente qui regarde ça de façon mondiale. Mais il y a plein de petites études qui sont assez bonnes, qui regardent le travail des enfants dans le café en Éthiopie, Honduras, Colombie, etc. J'ai vu ces études et j'étais mais sur le cul, quoi. Une étude qui disait que 91% des familles qui poussent le café en Éthiopie utilisent le travail des enfants. Une autre étude, 74% des familles en Colombie qui font le café utilisent le travail des enfants. Une troisième étude, 64% au Honduras utilisent le travail des enfants. Je veux dire, mais c'est quoi ce beans, quoi? J'hallucine, c'est pas possible. Quand on a commencé à additionner tout ça, c'est pas possible de vraiment savoir si toutes ces études sont parfaites ou ont des problèmes. Et puis c'est un peu des études diverses et variées, quoi. Donc c'est pas la même méthodologie à chaque fois. Donc ça aussi, ça pose problème, parce qu'il faut avoir une méthode vraiment carrée pour avoir un chiffre exact. Mais c'est des millions d'enfants. C'est juste dingue. Comment on peut vivre dans un monde où on a des millions d'enfants qui bossent pour qu'on ait une tasse de café le matin? Je comprends pas. Je trouve ça absolument effarant. Et l'autre grande surprise, c'est quand j'ai découvert que quoi, la moitié du café mondial passe par le canton de Vaud pour des questions d'impôts. En anglais, on dit que c'est du profit shifting. Ça m'a absolument choquée, quoi. J'en revenais pas quand j'ai vu que, par exemple, Starbucks, il y a environ quoi, 1,3 milliard de dollars qui ont été détournés via la filiale suisse de Starbucks au cours de la dernière décennie à travers cette évasion fiscale qui en fait est peut-être même légale. Enfin, peut-être même légale, c'est peut-être pas dire grand-chose parce que la Suisse n'est pas très sérieuse par rapport à ses lois sur l'évasion fiscale et les droits humains dans les chaînes d'appro et tout ça. La Suisse c'est nul, hein, c'est un peu un Far West. Mais quand même, ça m'a choqué, ça m'a choqué.
Bah, sur ce dernier point, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Voilà, comment est-ce que ça fonctionne? Quand tu me parles du café et de la Suisse, moi, automatiquement, je pense à l'or et la Suisse. Quand on regarde les chiffres du commerce, on voit que la Suisse est un gros importateur, d'or, mais l'or n'arrive jamais, en Suisse. En fait, c'est un transit. Donc voilà, je serais assez curieuse de comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne. D'accord, très bien. Donc, voilà essentiellement toute l'histoire. Starbucks, qui est un des titans du café mondial, hein, avec, on pense, environ 3% du café du monde va chez Starbucks, est acheté et vendu par Starbucks. Une ONG qui s'appelle Sictar a révélé que, dissimulé derrière son approvisionnement entre guillemets éthique de café, Starbucks se livre à une évasion fiscale mondiale et majeure, avec environ 1,3 milliard de dollars détournés via la filiale suisse de Starbucks au cours de la dernière décennie. Et ça, c'est une entité qui s'appelle Starbucks Coffee Trading Company SARL. C'est la filiale suisse. Donc en fait, oui, tu parles de l'or, je parle du café. La Suisse est une plaque tournante mondiale pour le négoce des matières premières et c'est un des paradis fiscaux les plus exploités du monde. Donc je suis heureuse que tu as parlé de l'or parce que c'est pas juste le café, effectivement, qui serait un grand dossier pour les Suisses, et plein d'autres choses aussi, hein. Et je dirais que Sictar n'est pas le seul, hein, à avoir trouvé ce type de problème. Il y avait une enquête par la Commission européenne qui avait été faite en 2015. Le rapport de Sictar, c'est tout récent. Mais la Commission européenne avait fait une enquête donc en 2015 et a trouvé donc aussi ce même type de problème. C'est juste incroyable parce que, en fait, il n'y a pas un arbre de café qui pousse en Suisse. Et la Suisse n'a pas besoin de cet argent. Les pays qui ont besoin des impôts, c'est le Brésil, le Vietnam, la Colombie, l'Indonésie, c'est les pays où le café pousse. Des pays qui sont en fait assez pauvres. Et des pays où les fermiers, les producteurs de café sont extrêmement pauvres. La plupart des producteurs de café vivent en dessous du seuil de pauvreté mis par la Banque mondiale. Donc s'il y a bien quelqu'un qui a besoin de cet argent, c'est les pays producteurs, c'est pas la Suisse. Donc est-ce que c'est illégal? Peut-être que non. Est-ce que c'est éthique ou juste? Clairement, c'est ni éthique ni juste. Merci beaucoup pour cet exemple. Il y a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé et pourtant c'est le thème, du, podcast, c'est de la corruption. Quel est le rôle de la corruption dans ces, différents secteurs, que ce soit, le cacao ou le café? Écoute, Sophie, je suis ravie que tu demandes cette question parce que, en fait, moi, je suis persuadée qu'avoir des millions d'enfants, que ça soit dans le cacao ou le café, ou il y a beaucoup aussi d'enfants qui travaillent dans l'or, hein, comme tu avais évoqué ce sujet, je reviens là-dessus. Tu peux pas avoir des millions d'enfants qui bossent dans un secteur sans corruption. Tu peux pas avoir des milliers d'esclaves au Brésil, dans les chaînes d'appro des plus grandes compagnies de café, sans corruption. Tu peux pas avoir de la déforestation à échelle massive, déforestation illégale, je devrais dire, sans corruption. Pourquoi? Parce que la déforestation illégale, le travail des enfants, l'esclavage, tout ça, mais c'est des crimes! C'est des crimes! Un truc par-ci, par-là, ça c'est autre chose. Mais on parle pas d'un truc par-ci, par-là, on parle de crimes à très large échelle, n'est-ce pas? Récurrents. Donc, je crois que sans corruption, c'est pas possible d'avoir le paradigme tel qu'il est, et par exemple dans le café, je voudrais rentrer dans quelque chose qui n'est pas exactement la corruption, mais je dirais que c'est adjacent à la corruption. C'est juste à côté. Je voudrais parler du lobbying. Ok, pourquoi je suis obsédée par cette question de lobbying? Tout récemment, il y a eu cette loi européenne, le règlement pour la déforestation de l'Union européenne, la RDE, le EUDR, le European Deforestation Regulation en anglais. Cette loi, elle est incroyable pour sauver les forêts du monde. Pourquoi? Parce que ça interdirait les produits à haut risque qui arriveraient en Europe qui seraient liés à la déforestation. Tous les trucs dont on a parlé, l'huile de palme, le bétail, le soja, le bois à papier, cacao, EVA, café. Ces 7 denrées qui sont les 7 denrées à plus haut risque pourraient plus arriver en Europe si elles ont de la déforestation là-dedans. Donc ce qui veut dire qu'ils doivent aussi être traçables. Et il ne peut pas avoir d'illégalité, c'est-à-dire on ne pourrait plus avoir d'esclavage ou de travail des enfants, ou de viol, des choses comme ça. Ok, donc c'est une loi quand même vitale, cruciale, super importante et très belle. Est-ce que cette loi est absolument parfaite? Bon, on pourrait rentrer dans une discussion pour voir si elle pourrait être améliorée, mais c'est une loi super, super importante et très belle. Et l'industrie du café, les lobbies, les groupes de lobby de l'industrie du café allemand et européen ont milité contre cette loi. On a publié tout un truc là-dessus à Coffee Watch, un rapport qui montrait du doigt ces lobbies.
et qui aussi, quelque part, montrait du doigt les compagnies qui sont membres de ces lobbies, de ces groupes. Heureusement, beaucoup de compagnies ont écrit en disant non, 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 on n'était pas d'accord avec ce lobby, ça représente pas notre position, nous on aime bien la loi, on veut bien avoir un café libre de déforestation et sans esclavage et sans travail des enfants. Donc, je crois que maintenant, Coffee Watch a plus ou moins réussi à contrecarrer ce lobby terrible. Mais avant qu'on écrive ce rapport, c'était vraiment très grave. Ces lobbyistes, ils envoyaient des lettres, ils faisaient des coups de fil, des réunions. Vraiment un très très grand tapage. Ils avaient fait cause commune avec d'autres lobbies, si je peux me permettre, un peu crapuleux, qui voulaient eux aussi nuire à la loi européenne. Et c'est pour ça, en partie, qu'il y a eu un grand pushback, un backlash contre cette loi. La RDUE a été retardée d'une année. Et maintenant, elle est de nouveau attaquée. Et on va peut-être la perdre. Et si on la perd, ça sera à cause de tous ces lobbies. Donc, oui, je pense que c'est pas exactement de la corruption. Mais est-ce que c'est pas nocif quand même? Est-ce que c'est pas très grave quand même de faire un lobbying pour qu'on n'ait pas une loi qui interdise l'esclavage et le travail des enfants dans la chaîne d'appro? C'est grave, quoi. Et puis ce truc d'évasion fiscale, c'est peut-être pas illégal. Mais est-ce que tu penses pas que c'est peut-être de la corruption, quelque part? Enfin, moralement, je veux dire. Oui, ça pose, des questions. Alors, certains, diraient, voilà, c'est important que les, points de vue, de l'industrie, soient représentés. Donc ça, c'est l'avocat du diable. C'est important que leur point de vue, soit entendu et soit représenté. Après la question, c'est toujours, quel équilibre des forces? Et on voit souvent, que ces lobbies-là ont des moyens, beaucoup plus importants, que ceux des associations, voire même, d'entreprises dites à impact qui, elles, vont défendre, par exemple, la loi et qui n'ont pas non plus les mêmes, moyens de se faire entendre au niveau européen, que ce soit par la Commission européenne ou par les députés européens. Alors, j'aimerais bien que tu nous en dises plus sur ce lobbying. Tu nous as dit, il y a eu des courriers, des appels, mais est-ce que tu aurais un exemple, voilà, dans votre rapport que vous avez mis en évidence, un exemple à nous donner pour qu'on se rende compte de ce lobbying intense qu'il y a pu avoir contre, le RDE? Ah, carrément. On a même publié les lettres qu'on a reçues de lobbying contre la RDE. On les a publiées dans un rapport qu'on a écrit qui s'appelle Get Deforestation Out of Europe's Coffee. Et on a nommé toutes les compagnies qui étaient membres des lobby groupes qui faisaient ce lobbying dégueulasse. Et on a décortiqué tous les arguments qui avaient été faits pour montrer que c'était des mauvais arguments ou des arguments très incomplets et des arguments relativement simples à contrecarrer et à contredire. Et vraiment, on a tout décortiqué en expliquant que c'était plutôt, je dirais, des plaintes sans fin, mais sans réellement avoir des raisons sérieuses, concrètes, justes de se plaindre par rapport à la loi. Ensuite, la seconde chose qu'on a faite, c'est qu'on a donc envoyé ça à tout le monde. Et les compagnies ont donc répondu en large partie en disant on n'avait jamais voulu un délai de la loi, nous sommes déjà en train de lutter contre la déforestation dans notre chaîne d'appro du café, nous sommes prêts à faire le compliance pour la loi, on a beaucoup investi d'argent même pour la compliance et on est en train de faire tout ce qu'on peut pour que nous, cette loi, on la respecte dès qu'elle sera mise en œuvre. Et donc, on a publié toutes les réponses des compagnies et on les a envoyées au lobby group. Et les lobby group se sont fondus en excuses et tout ça, en disant ouais, mais vous avez mal compris ce qu'on disait, etc. Bref. Ensuite, on a écrit à tous les eurodéputés en expliquant tout ce qui s'était passé. Pourquoi le lobbying avait mis en avant des arguments ridicules, et puis pourquoi les compagnies n'étaient pas d'accord avec ce que disaient leurs soi-disant représentants dans ces groupes, l'industrie allemande et européenne du café. Et voilà, donc ouais, on a tout publié, tout, 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 tout. Moi, je suis pour la transparence radicale. Et quelle a été la réaction des députés à la suite de votre rapport et de ces contacts que vous avez eus avec eux? Alors, ma grande crainte, c'est que ce travail pour arrêter les lobbying problématiques de l'industrie du café par rapport à la RDE ne vienne trop tard. Parce que maintenant, il y a vraiment des gens de l'extrême droite et même de la droite qui sont remontés à bloc contre la RDE. C'est comme quand on jette une pierre dans une mare. Il y a des impacts, hein, même quand la pierre, elle est déjà tombée au fond, quoi, et elle bouge plus. Il y a quand même des petites vagues sur la mare. Donc je sais pas si on sera trop en retard pour sauver la RDE, mais en tout cas, je l'espère. Sur la page, du site internet dédié à l'épisode, je mettrai les références du rapport dont tu mentionnais sur le lobbying et puis, l'autre aussi, de, Syctar sur Starbucks et les profits qui ont été, transférés
en Suisse, si certaines personnes veulent creuser la question. Quand moi je t'entends et que j'entends travail des enfants, esclavage, déforestation, pauvreté, corruption, évasion fiscale, je me dis, mais moi qui ai une addiction au chocolat, est-ce que ça veut dire que je dois arrêter de manger du chocolat? Et pour ceux qui boivent du café, est-ce que ça veut dire qu'ils doivent arrêter de boire du café? Non, 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 non. Il faut surtout pas arrêter de boire le café, de manger le chocolat. Non, je crois que ce qu'il faut se dire, c'est que on a un pouvoir immense et merveilleux. Et qu'on est vraiment au pays des merveilles. Parce que la plupart de tes auditeurs, je pense qu'ils sont ni en Corée du Nord, ni en Russie, ils sont parfaitement libres d'appeler leur eurodéputé, d'envoyer un tweet ou un truc sur le Facebook de leur eurodéputé ou de leur député français. Ils sont libres d'aller frapper à la porte de ces gens-là qui finalement travaillent pour eux. On est quand même en France, en tout cas, je pense que la plupart de tes lecteurs sont en France. On est dans des démocraties. J'espère que tu as des écouteurs qui sont en Suisse, parce qu'on a terriblement besoin de la mobilisation citoyenne. Chaque fois que qu'un consommateur engagé va voir un eurodéputé ou envoie une lettre ou fait un coup de fil ou envoie même ne serait-ce qu'un tweet, ça change beaucoup de choses. Ces gens, ils sont très sensibles aux opinions des gens qu'ils représentent. Très sensibles. Et je dirais même plus, les compagnies sont très sensibles aussi. On peut continuer à consommer exactement comme avant et prendre une photo de soi-même avec sa tasse de café. Si on boit du café Lavazza ou Illy ou Nestlé ou McDo ou Starbucks ou que sais-je, on prend une photo, on envoie sur les réseaux sociaux de la compagnie en disant je suis quand même une loyale consommatrice de vos produits et je suis pas du tout d'accord avec ce que j'entends, évasion fiscale, travail des enfants, esclavage. Moi, je voudrais que vous preniez ça beaucoup plus au sérieux. Je veux que vous améliorez vos systèmes pour la durabilité, pour un café plus éthique ou un chocolat plus éthique. Je crois que tous ces messages sont encore plus d'impact quand on les fait par rapport aux compagnies que quand on fait par rapport aux représentants politiques. On peut signer des pétitions. On a mis sur Coffee Watch une page très simple où on peut signer toutes les pétitions qui existent, qui sont bonnes pour le café durable. Pas juste les nôtres, mais celles de tout le monde. Parce que c'est toujours bon d'amplifier les pétitions d'ONG sœurs. Les pétitions, ça aide. Juste comme les tweets et tout ça pour les compagnies, ça aide. Juste comme les messages pour les députés et les représentants politiques, ça aide. Je crois qu'on peut acheter des produits qui sont plus éthiques. Plus on regarde les labels et les explications derrière, plus on se rend compte qu'il y a des grandes différences. Et on peut acheter avec le cœur. On peut donner des cadeaux. Moi, à Noël, je donne du chocolat éthique à tout le monde que j'aime. Avec une petite note qui explique pourquoi. Parce que c'est bon pour la planète, c'est bon pour les producteurs, et j'espère que c'est délicieux pour la personne que j'aime dans ma famille ou mes amis. Et à chaque fois qu'on achète avec le cœur, qu'on amène sa famille et ses amis, ou son bureau, ou son école, dans notre odyssée, vers la durabilité, on envoie un message à l'industrie. Et ça aussi, c'est très 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 puissant. Donc je pense qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et on a une chance inouïe de pouvoir les faire. La plupart des fermiers de café, de cacao, etc., les peuples autochtones qui subissent l'accaparement de terres pour l'huile de palme en Indonésie ou le bétail en Amazonie, ils ont aucune capacité de faire ce que tes écouteurs peuvent faire. Est-ce qu'ils savent même lire et écrire? Ils vivent dans des endroits où c'est beaucoup plus dangereux de faire tout ça. Je veux dire, nous, on a une chance inouïe. Il faut qu'on respecte la chance qu'on a eue et qu'on vive pleinement dans un pays des merveilles toute la beauté de notre puissance, je pense. Très bon mot pour arriver à la fin de cet épisode et merci pour toutes ces pistes d'action. C'est vraiment important de souligner qu'on a tous un rôle à jouer et nous donner des idées pour pouvoir agir et alerter, que ce soit nos représentants ou bien les entreprises. La dernière question que j'ai pour toi et que je pose à tous mes invités, est-ce que tu aurais une œuvre à recommander pour continuer à s'intéresser sur le sujet de corruption? C'est le thème, ou d'évasion fiscale, c'est le sujet du podcast, mais ça peut être aussi en lien avec le café, le cacao dont on vient de parler, une œuvre au sens large. Ça peut être un livre, un morceau de musique, une peinture, comme tu le souhaites. Moi, je pense que le nouveau rapport de Siktar sur l'évasion fiscale du café, qui regarde plus particulièrement Starbucks, est un bijou. Et si on n'a pas envie de lire tout le rapport, on peut juste lire le communiqué de presse. Et juste le communiqué de presse explique déjà beaucoup.
Pour moi, ça, tes écouteurs, je pense qu'ils sont particulièrement intéressés par la corruption, l'évasion fiscale. Et donc, je crois que ça va vraiment les happer, quoi. C'est très puissant. Très bien, merci beaucoup Ethel d'avoir été avec nous, nous avoir parlé de ces pratiques illégales que l'on retrouve dans le cacao et le café, et puis de nous avoir donné aussi surtout des pistes pour qu'on puisse agir. Merci Sophie. J'étais ravie d'être là avec toi, de partager ce moment. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au pays des possibles. Si vous souhaitez me contacter ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un email, l'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.